des femmes vers les métiers du numérique et notamment des technologies numériques. Et on fait plein d'actions, dont cette journée thématique. Donc ce matin, vous avez pu découvrir une super table ronde qui nous a permis d'avoir des constats sur le nombre de femmes encore trop peu élevées dans ces métiers-là. Et là, cet après-midi, on va démarrer cette deuxième partie d'événement avec une keynote sur le thème « Pourquoi faut-il des femmes dans le numérique ?» Alors pour cela, je vais avoir une succession d'intervenantes et d'intervenants qui vont venir s'exprimer. Et on va tout de suite commencer par Aude, qui est à côté de moi. Donc Aude Barral, qui est co-founder de Coding Game et qui va nous donner son éclairage sur les compétences clés qu'il faut pour réussir dans les métiers des technologies de l'information et de la communication. Aude, je te laisse la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Aude Barral, je suis cofondatrice de Coding Game. C'est une société qui a été créée en 2012 et qui a rejoint en juillet 2021 le groupe américain CoderPad. Donc aujourd'hui, on est franco-américain. D'accord. On va parler plus fort parce que je crois qu'il n'y a pas de retour micro. Allez, c'est parti. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'on fait chez Coding Game ? On propose une plateforme de recrutement tech pour aider les entreprises à recruter les meilleurs talents grâce à des outils en ligne d'évaluation des compétences techniques. Donc ça, c'est le côté B2B, mais Coding Game, c'est aussi une plateforme grand public qui s'adresse aux passionnés de programmation et qui leur permet de perfectionner leurs compétences à travers des jeux, et ce, gratuitement. Donc, je suis ravie de participer à cette table ronde pour répondre à cette question un peu vaste des compétences nécessaires pour accéder au métier du numérique. En fait, il y a encore beaucoup de clichés qui entourent les métiers du numérique et donc qui peuvent rendre les femmes qui seraient intéressées à se lancer un peu réticentes en fait. Par exemple, on peut penser qu'il faut souvent une formation initiale très scientifique ou une formation en mathématiques. On peut penser que ces métiers ont une technicité très élevée ou alors carrément qu'il est difficile finalement de se réorienter professionnellement sur ces métiers-là. Et en fait, ce n'est pas le cas et on va en parler tout de suite. Donc, en fait, depuis 15 ans, les métiers du numérique évoluent beaucoup. Chaque année, on voit émerger de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Et ça, c'est pour répondre à la demande croissante de dématérialisation, de digitalisation. Voilà. Donc aujourd'hui, les métiers du numérique, ils englobent tout aussi bien la partie création de produits digitaux avec les logiciels, les applications, la partie design, la partie programmation informatique. Mais on trouve aussi des métiers numériques dans le marketing aujourd'hui, marketing digital, marketing analytique, tout ce qui est parcours utilisateur, etc. Finalement, on va retrouver du numérique dans tous les secteurs d'activité, dans l'industrie, dans la finance, dans l'agroalimentaire, et j'en passe. Donc, avant de revenir sur les compétences qui sont particulièrement recherchées aujourd'hui, je vais faire une petite digression et je vais revenir sur mon parcours personnel, en fait, parce qu'il est un peu atypique. Puis je me suis dit qu'il pourrait peut-être inspirer des jeunes femmes à devenir entrepreneuses dans la tech, elles aussi. Donc, pour ma part, je suis diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble et dans la foulée, j'ai fait un master en droit de l'environnement. Donc, au départ, je me destinais à travailler dans les politiques environnementales européennes, donc rien à voir avec la tech. Et puis, en fait, le destin m'a orientée encore un peu différemment parce que j'ai commencé mon premier job au Conseil régional Occitanie dans la formation professionnelle et l'emploi. Donc, j'ai commencé finalement en tant que fonctionnaire territorial. Vous verrez que ça fait un grand écart avec le milieu start-up. Donc, j'ai rencontré mes 2 associés, Frédéric Desmoulins et Nicolas Antoniazzi, là, qui sont cofondeurs de Coding Game aussi, quand on était tous les 3 étudiants à Oxford. Donc, on a poursuivi nos parcours dans nos branches respectives pendant quelques années. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés tous les 3 avec l'idée de création d'entreprise autour d'un concept simple. C'était permettre à toutes et à tous d'accéder au métier de la programmation informatique, quel que soit son CV, quels que soient ses diplômes, quel que soit son parcours professionnel ou son expérience antérieure. Donc finalement, en tant que
first time entrepreneuse. Au départ, j'avais quand même assez peu de connaissances sur l'univers de la tech. Et puis, il m'a fallu me former sur le tas. Donc, mes 2 associés sont ingénieurs en informatique, très bien. Moi, de mon côté, je me suis occupée du marketing, de la communication pour l'entreprise. Et puis, on a beaucoup procédé par itération, beaucoup de try and learn, comme on dit aujourd'hui. On a fait beaucoup d'erreurs. Donc, il y a une anecdote que j'aime bien citer, parce que je pense qu'elle est assez révélatrice. C'est qu'à partir du moment où on a eu notre produit, notre logiciel d'évaluation qui était terminé, qui était bouclé, on avait fait un joli site internet, on avait tout mis en ligne, et ben, on a croisé les bras et on a attendu nos premiers clients. Évidemment, c'était pas le meilleur lancement de produit du monde, hein. Maintenant, ça se fait un peu différemment. Mais quand même, on a une personne qui est revenue vers nous. Alors, c'était un groupe qui est important dans le logiciel qui s'appelle eFront. Et en fait, finalement, au lieu de voir la facture arriver sur nos mails, on a eu un coup de fil et la personne nous a dit « Écoutez, votre produit il est super, j'aimerais bien l'acheter. J'ai tout fait pour le paiement en ligne, mais on ne m'a rien demandé. Je ne suis pas sûre que ça marche, je crois que je n'ai pas payé. Je vais vous envoyer un chèque. » Et ça me fait toujours rire parce que finalement, ça montre notre système de paiement en ligne, il n'était pas top. Avec PayPal, on s'est amélioré par la suite. Donc, bon, il y a toujours une perspective de progression, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je suis assez impressionnée de voir que les jeunes entrepreneurs qui lancent leurs entreprises, sont de plus en plus pointus dans les produits qu'ils proposent, les stratégies digitales. On a un niveau quand même qui augmente sensiblement. Mais ce qui est rassurant quand on veut créer sa structure dans la tech, c'est aussi qu'on a pas mal de structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui sont très utiles. Pour notre part, nous, on a été beaucoup accompagnés par des structures comme le BIC de Montpellier Agglomération, en termes d'incubateurs, par Languedoc-Roussillon Incubation aussi. Et donc, ça nous a permis vraiment de nous mettre le pied à l'étrier, de nous aider sur la recherche de fonds, sur les business plans. Enfin, voilà, c'est grâce à ça un peu qu'on a vraiment pu exister et commencer à décoller. Voilà, donc ça me paraissait important de revenir, juste pour boucler cette partie entrepreneuriat, que être entrepreneuse dans la tech, c'est avant tout avoir une conviction autour d'un produit et une vision. Pour nous, comme je l'ai évoqué à l'instant, c'était vraiment de proposer un logiciel qui permettait de déceler le potentiel des candidats en s'affranchissant complètement des critères de sélection traditionnels, qui sont souvent très enfermant. Donc, en fait, c'était vraiment un challenge il y a quelques années. La plupart de nos clients recrutaient encore à la sortie des écoles d'ingénieurs de prestige, exigeaient un bac+5, et ils avaient beaucoup de mal à entendre quand même qu'on pouvait recruter des talents de la tech, même avec des CV pas très engageants, même avec des parcours atypiques. Donc, on a vraiment misé sur ce concept et on ne le regrette pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on manque tellement de développeurs, c'est encore pire qu'il y a 10 ans, que les entreprises sont vraiment prêtes à faire des efforts. Elles élargissent beaucoup leurs critères de sélection. Elles élargissent leur vivier de compétences. J'insiste là-dessus parce que c'est très important pour les personnes qui envisagent une reconversion professionnelle dans ces métiers-là. Donc aujourd'hui, les entreprises n'hésitent pas à recruter un petit peu en dehors des sentiers battus. Et notamment, grâce à des plateformes comme celles qu'on propose nous, elles peuvent identifier des talents et prendre la bonne décision en procédant à un recrutement sur les compétences plutôt qu'un recrutement sur les CV. Donc le recrutement sur les compétences, c'est super parce que c'est objectif. Ça se base sur les critères qui sont réalistes. On regarde vraiment si quelqu'un a les compétences nécessaires pour le poste qui l'intéresse. Et donc, on va vérifier son potentiel, on va vérifier tout ça. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça ouvre le recrutement à la diversité. Ça permet finalement d'aller chercher des candidats différents, issus de minorités. Ça permet aussi d'aller chercher plus de femmes. Je vois que vous êtes nombreuses dans la salle et finalement, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 20% de femmes qui travaillent dans les métiers du numérique. Audrey, je ne t'apprends rien. Et donc, du coup, il faut faire des efforts là-dessus. Donc, chez Coding Game,
on a une communauté de développeurs. Sur toute la partie jeu dont je parlais tout à l'heure, on a 2,5 millions de développeurs dans le monde qui utilisent notre plateforme. Et parmi eux, on a seulement 12% de femmes. Mais quand même, on a souhaité les mettre en valeur. On a souhaité faire une petite campagne pour justement mettre un coup de projecteur sur ces femmes-là qui s'étaient reconverties, pour certaines d'entre elles, dans les métiers de la tech, qui s'étaient reconverties en tant que développeuses. On a fait ça pendant le mois de mars, au cours du Women's History Month. Et finalement, ces femmes avaient des parcours vraiment très divers. Elles venaient d'Inde, de Turquie, du fin fond des Alpes. Elles avaient été au préalable infirmières, ou bien il y en a une qui était caméraman, je crois, pour la télévision. Il y en a qui étaient commerciales. Donc finalement, quel que soit votre parcours antérieur, il y a toujours la possibilité de pouvoir aller vers les métiers de la tech. Donc ça, j'insiste dessus parce que finalement, le prérequis indispensable pour une reconversion réussie, je pense que vraiment, c'est d'avoir l'envie et la curiosité de se former et puis de prendre un peu confiance pour se lancer. Donc, comme je le disais à l'instant, l'école d'ingénieur, la sacro-sainte école d'ingénieur, elle est plus obligatoire. Quand on a envie de se former, on a plein de formations aujourd'hui qui ont vu le jour, qui sont super intéressantes, qui sont à distance, qui sont en ligne, qui sont dans des bootcamps. Il y a certaines écoles aussi qui sont dédiées aux femmes, des écoles de code. Moi, j'en cite une qu'on aime bien parce qu'on fait des partenariats avec elle, c'est Ada Tech School, qui est vraiment une école super. Après, il y en a d'autres. Il y a l'école 42 qui accueille tous les ans des gens qui ne savent pas coder mais qui ont envie d'apprendre. Et puis, il y a finalement tout un réseau associatif autour des femmes qui voudraient se lancer dans la tech. Je cite Duchesse France, Girls Who Code, il y en a d'autres encore. Et cet écosystème-là, ça permet de démarrer en étant accompagné, en bénéficiant de mentorat et en étant en sécurité dans un environnement qui aide vraiment à se lancer, à se reconvertir. Alors, je reviens un petit peu quand même sur les compétences, parce que c'était la question initiale. Donc chez Coding Game, tous les ans, on édite une étude très complète sur le recrutement dans la tech. Donc en fait, on met en lumière à travers cette étude les besoins d'un côté des entreprises et de l'autre côté, les attentes des développeurs. Donc on interviewe les développeurs de notre communauté et nos partenaires, nos clients, comme ça on a quelque chose de très complet. Donc pour 2022, là on a eu plus de 20 000 réponses et on a fait ressortir finalement les métiers de la tech sur lesquels il y a le plus de difficultés de recrutement en ce moment. Donc, sans grande surprise, ça n'a pas trop changé depuis quelques temps. On retrouve, il y a les ingénieurs full stack, les développeurs full stack, donc sur la partie front-end, back-end. Il y a les développeurs back-end aussi, pour lesquels on a une demande croissante. Et il y a les profils DevOps. Ces profils, ils ont vraiment explosé avec la pandémie qui a fait augmenter en fait, les besoins en automation, en digitalisation. On a porté beaucoup de services dans le cloud avec la nécessité de télétravail, etc. Et donc voilà, ça c'est des métiers émergents pour lesquels il y a encore vraiment besoin de beaucoup de monde. Et je pense que parmi les DevOps, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Donc il faut creuser un petit peu. Au niveau des langages de programmation, si on veut se lancer dans les métiers du développement, il y en a 3 qui tiennent le haut du pavé depuis plusieurs années maintenant. En gros, si on les maîtrise, on est quasiment sûr de trouver un job à la sortie. Donc, il faut maîtriser essentiellement le JavaScript, le Java et le Python. Et puis enfin, finalement, ce que je voudrais mettre en avant vis-à-vis de cette étude qu'on a faite, c'est qu'on a demandé aux entreprises si elles étaient prêtes à recruter des professionnels sans CV. Et il y en a 57% qui nous ont dit que oui, elles étaient prêtes à se passer du CV. Donc ça, c'est vraiment une évolution qu'il faut souligner. Et c'est le bon moment, en fait, pour se lancer, si on a envie, parce qu'on voit qu'on a un tissu économique qui est à l'écoute
qui va aller chercher des profils plus divers. Et quand il s'agit de femmes, je ne vous cache pas aussi que voilà, les candidatures sont souvent bien reçues et on essaye vraiment de les favoriser dans les process de recrutement, simplement pour les aider aussi à émerger, parce qu'on a encore beaucoup de mal à leur proposer des emplois à la mesure de leurs compétences. Voilà, donc pour finir, je dirais qu'on a un tissu favorable, on a des entreprises qui recrutent, on a des conditions de travail qui sont de plus en plus favorables aussi en termes de télétravail, en termes d'adéquation, vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est super pour les femmes qui ont des enfants. Donc, je crois que le mot de la fin que je vais avoir, c'est faut se lancer, il faut y aller et vous verrez, vous aurez quand même tout un tissu qui va pouvoir vous accompagner. Donc, je vous souhaite à toutes bonne chance dans vos parcours et dans votre projet professionnel. Je vous laisse applaudir si vous voulez, j'ai vu des mains, mais... Merci beaucoup, Aude, pour ce discours très motivant et ton parcours inspirant et cet éclairage sur les compétences. Ça donne en tout cas très envie d'aller voir ce que vous faites et puis de se lancer. En fait, n'hésitez pas. Il y a plein de solutions qui existent. On l'a redit ce matin. Il y a plein d'initiatives qui se lancent, y compris sur la région. Donc faut pas hésiter à creuser. Et je pense que les ateliers qui vont suivre cet après-midi vous permettront aussi de mettre un peu la main à la pâte et de voir concrètement ce qui se cache derrière ces compétences dont on vient de parler. On va maintenant passer au témoignage de Peggy Vicomte, qui est déléguée générale de la Fondation Femmes Numérique, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est en vidéo et qui va nous donner son regard sur finalement le numérique, c'est quoi ? On parle des métiers numérisés et des métiers numérisants, mais c'est quoi la différence ? Et pourquoi il est essentiel qu'il y ait des femmes dans le numérique ? Guy, pour cette intervention générique sur les métiers du numérique. Du coup, pour conclure, il me semble indispensable d'avoir un éclairage sur ce qui freine finalement les lycéennes à s'orienter vers la filière numérique. Et pour cela, du coup, je suis accompagnée de Florian Joufflino, qui est directeur de l'impact social chez Epitech. Et Florian, du coup, je te laisse nous faire un décryptage de l'Observatoire sur la féminisation des métiers du numérique réalisé par Ipsos et Epitech, que vous pouvez retrouver sur votre siège. Oui, bonjour à tous. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas. J'essaierai d'hausser un petit peu le ton. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais vous parler de l'enseignement supérieur, de la façon dont l'orientation et les choix d'orientation se font au lycée et ensuite de la façon dont l'expérience est vécue une fois intégrée en école. Un bref mot sur Epitech. On est une école qui forme au métier du numérique et de l'informatique. On est présent sur 15 villes en France. On forme sur des formations qui vont du bac plus 2 jusqu'au bac plus 5. On a certaines formations qui s'adressent à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi et qui éloignés aussi de fait des métiers du numérique et qui vont, avec un niveau infra-bac, pouvoir aller jusqu'au niveau bac plus 2. Ça, c'est la Web Academy. On a une formation qui s'adresse aux personnes qui sont en réorientation professionnelle, qui s'appelle la Coding Academy, et qui est une formation beaucoup plus courte et qui permet de développer le bagage nécessaire en matière de compétences et de langage technique pour s'intégrer sur le marché de l'emploi. Et puis après, on a notre parcours le plus connu et dans lequel on a le plus d'étudiants, qui est le programme Grande École. Voilà. Donc ça, c'est le mot sur Epitech. Ce sujet de la féminisation de nos effectifs, c'est un sujet qu'on a évidemment depuis le début. L'école a été créée en 1999 et c'est un sujet qu'on adresse depuis l'origine de l'école. C'est un projet sur lequel on a du mal à faire des progrès au fur et à mesure des années. Ça rend très humble puisque malgré ce type d'événements où on pose des diagnostics communs, on a des difficultés à enrichir le vivier à l'entrée de nos écoles. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un pas de côté l'année dernière, en fin d'année dernière, 2021, pour se poser la question assez objective de quels étaient les freins qui empêchaient les lycéennes de s'orienter vers ces filières de formation et ces métiers. Et pour ça, on s'est associé à Ipsos, qui est connu dans la période-là, puisque c'est un grand cabinet de sondage et d'études, et qui a été interrogé dans cette étude. Donc on a appelé avec Ipsos l'Observatoire de la féminisation des métiers du numérique.
vous l'avez, je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vais surtout, dans les 10 minutes qu'on a, vous parler des enseignements qu'on tire de cette étude-là. Il y a 3 grands enseignements qui sont tirés de cette étude. Il y a un premier cadre qui est sur la partie orientation, comment se fait le choix, qu'est-ce qui pèse sur les épaules des lycéennes au moment du choix, en matière de stéréotypes, de connaissance des métiers, des filières, etc. Il y a une deuxième thématique qui est ressortie, c'est comment les étudiantes vivent dans l'enseignement supérieur, dans cet univers qui est extrêmement déséquilibré entre garçons et filles. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles on peut agir. Et enfin, le troisième élément qui ressort de l'étude, c'est l'impact de l'engagement des entreprises sur le choix d'orientation et la réassurance des lycéennes au moment de prendre cette décision. Pour commencer par la première thématique de l'étude, qui est comment se construit ce choix d'orientation, c'est intéressant que j'arrive à cette période-là de nos échanges, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin et qui sont confortées dans l'étude. La première, c'est que le choix d'orientation, il se fait extrêmement tôt, il se fait dès le collège, et 65% des lycéennes ont déjà fait le choix d'orientation, de métier vers lequel elles souhaitent aller, dès le collège. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ont déjà acté le parcours de formation, l'école qu'elles allaient choisir, le niveau de diplôme, le diplôme, etc. Par contre, elles ont déjà une idée avérée, certaine, du métier ou du secteur vers lequel elles veulent aller. Donc une fois qu'on a loupé ce travail sur les représentations, la découverte de ces métiers, etc., et qu'on intervient au lycée, comme nous on a l'habitude de le faire, puisque c'est la période à laquelle on s'adresse à ces publics, eh ben, on a déjà loupé une majorité des lycéennes. Et donc, un enjeu qui a été aussi cité ce matin, c'est le rôle clé de l'éducation nationale dans cette découverte et de ce travail de pédagogie autour des métiers et des secteurs. Il y a un deuxième élément qui est ressorti, ça a été aussi cité ce matin, et là, on le vérifie en chiffres, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais ils sont dans le document, c'est la façon dont les lycéennes se perçoivent et perçoivent leur niveau de compétence par rapport à la façon dont les lycéens se perçoivent et perçoivent leur niveau de compétence. On parlait d'empowerment ce matin, on parlait de plafond de verre, etc. Il s'avère que les lycéennes analysent leur niveau en sciences et en matière scientifique beaucoup plus durement que peuvent ne le faire les lycéens. Les parents, c'est exactement la même chose. Les parents vont apposer un diagnostic beaucoup plus sévère quand ils sont parents de filles par rapport à quand ils sont parents de garçons. Donc là, c'est tout un univers déjà où elles partent avec un boulet au pied, c'est-à-dire une sorte de prise de conscience, ou en tout cas de schéma qu'elles intériorisent et qui rend déjà difficile la perspective de s'engager dans ces filières, dans ces parcours de formation. On se rend compte aussi que c'est la même chose quand on pose la question de est-ce que vous voulez est-ce que vous avez envie de vous orienter vers ces métiers-là ? Quand on leur pose la question est-ce que les métiers du numérique vous intéressent ? Est-ce que le numérique vous intéresse ? Elles sont une très grande majorité, comme les garçons, à vouloir s'orienter et à être intéressées par ces filières-là. Quand on arrive sur, concrètement, est-ce que tu as envie de faire tes études dans ces métiers-là ? Est-ce que tu as envie de te projeter dans les prochaines années jusqu'à la validation d'un titre dans cet univers-là ? Elles sont une très faible minorité à envisager faire ce choix d'orientation. Ça veut dire plusieurs choses. En tout cas, c'est comme ça qu'avec Ipsos, on a analysé les choses. Une première, c'est que nous, on a un rôle à jouer en tant qu'école pour expliquer ces parcours de formation, rassurer sur la capacité à réussir. Vous verrez, il y a un chiffre qui est éloquent, mais les filles sont aussi, les lycéennes qu'on a interrogées sont aussi en très petite minorité à s'imaginer faire ce parcours d'orientation, choisir, faire ce choix d'orientation et réussir dans ces études-là. Alors que les garçons se projettent dans ce secteur et se pensent vraiment capables de réussir ces études et d'aller au bout. Donc on a un vrai travail pour rassurer, pour expliquer, pour rendre concret, matériel ce que sont les études. Il s'avère que ce sont des filières et des parcours de formation qui sont difficiles à matérialiser.
on a du mal à rendre concret, à l'inverse de d'autres métiers, ce qu'on va y faire pendant une journée de travail, les matières qui y sont enseignées, la façon dont on va être enseigné, les modèles, enfin les projets qui vont être travaillés par les étudiants, etc. Donc, pour les lycéennes, il y a une incapacité à déconstruire ces stéréotypes et ces préjugés, parce que tout ça, c'est un peu nébuleux et on a un peu la difficulté à se projeter vers ces matières. Et enfin, il y a un deuxième élément qui participe à la construction de cette décision et ce choix d'orientation, c'est le rôle des parents. Il s'avère qu'on a posé cette question-là aussi aux lycéens et lycéennes, c'est qui participe à la prise de décision et en qui tu as le plus confiance. Et voilà. Et il s'avère que les parents arrivent en première position. Donc ça paraît évidemment naturel quand on le dit et plutôt rassurant, sauf que les parents participent à cette reproduction sociale, à orienter de façon genrée leurs enfants, ont aussi leurs propres stéréotypes sur ces métiers et ces parcours de formation, et donc vont participer à ajouter un nouveau plafond de verre, des nouveaux billets au moment du choix d'orientation. Et donc c'est une nouvelle population qui, en tout cas pour nous, écoles, même si on les touche au travers des journées portes ouvertes, de tous les temps où on est en contact avec les parents, c'est peut-être quelque chose, pas qu'on a négligé, mais en tout cas qu'on a sous-estimé au moment du choix d'orientation. Et les parents arrivent très largement devant les professeurs, les conseillers en orientation, etc. Donc voilà, c'est tout un panorama de questions qu'on a à poser, qui structurent déjà des représentations sur le secteur et qui vont empêcher et freiner les lycéennes au moment de faire ce choix d'orientation. Ensuite, la deuxième thématique qui est travaillée dans l'étude réalisée avec Ipsos, c'est la question de la vie dans les écoles. Évidemment, Epitech, comme toutes les écoles du secteur, écoles d'ingénieurs, écoles d'informatique, on est dans un univers qui est majoritairement masculin. On est dans un univers qui est déséquilibré, qui a parfois des codes qui sont calqués sur ce déséquilibre. Et donc, qui fait que pour certaines étudiantes ou lycéennes qui se posent la question de s'orienter vers ces filières, le choix, la question d'aller vers ces écoles de l'enseignement supérieur dans cet environnement qui est déséquilibré, suscite beaucoup de craintes, d'interrogations, de peur sur la capacité à justement trouver sa place dans cet univers, valoriser ses compétences, réussir son parcours. Ne pas être justement devoir se nier dans sa personnalité pour s'intégrer dans des codes masculins, etc. Donc on a posé cette question-là. Évidemment, c'est aussi un enjeu sur lequel les lycéennes et les parents ont un besoin de réassurance, puisque cet univers qui est déséquilibré participe grandement aussi aux craintes au moment du choix d'orientation. Donc là, nous, en tant qu'école, on y a vu directement notre responsabilité. Et comme toutes les écoles d'enseignement supérieur, on a un enjeu à lutter contre, évidemment, les questions de harcèlement, de violences sexistes, de sensibilisation de nos étudiants, de nos équipes pédagogiques, de construction pédagogique aussi. On en parlait, les deux intervenantes qui sont passées avant en parlaient, c'est quel projet on va proposer à nos étudiants. Est-ce qu'elles vont avoir la capacité à trouver leur place dans ces projets-là ? Est-ce qu'ils vont être porteurs de sens ? Est-ce que le modèle pédagogique va ne pas être trop testostéroné, trop masculin dans ses codes et dans sa façon de l'aborder ? Est-ce que dans les choix de sélection, dans les parcours de sélection, est-ce que c'est des critères que l'on prend en compte ? Est-ce qu'on n'a pas des billets, ou alors est-ce qu'on fait le travail de déconstruire ces billets au moment de la sélection ou des process de sélection, etc. Donc c'est tout un chantier qui s'ouvre grâce à l'étude, puisque il s'avère qu'évidemment on est à l'image du secteur, on a des billets, des stéréotypes qui sont posés, on a besoin de travailler cet environnement et de le rendre safe, totalement inclusif, évidemment pour les garçons aussi, mais pour rassurer les lycéennes et les parents. Et enfin, la troisième thématique qui est ressortie de l'étude, c'est le rôle des entreprises dans tout ça. Il y a un chiffre qui est assez éloquent, c'est que parents, lycéens et lycéennes pensent que les femmes sont désavantagées dans le secteur du numérique.
Donc ça, on en a parlé ce matin. Évidemment, il y a des différences salariales, il y a des difficultés sur la progression de carrière, les évolutions de carrière, etc. Donc il y a évidemment ce pressentiment et cette image se base sur des faits, sur des inégalités qui sont rencontrées déjà globalement à l'échelle du marché du travail, mais peut-être plus spécifiquement dans les métiers du numérique. Pour autant, si on veut réassurer lycéennes et parents que les femmes ont leur place dans cet univers et dans ces métiers du numérique, les entreprises doivent participer sur toute la chaîne à réassurer ces parties prenantes. Et donc, les entreprises ont aussi une responsabilité au moment de l'orientation pour travailler à rendre concrets et palpables les métiers, à expliquer, on en a encore parlé tout à l'heure, mais c'est qu'est-ce qu'une journée de travail, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'en milieu professionnel, j'ai intégré ces inégalités sociales entre hommes et femmes et comment je les travaille en interne sur les progressions de salaire, sur les grilles salariales, sur la capacité à concilier vie pro, vie perso, sur tous les enjeux qui participent au choix et qui peuvent réassurer. Et donc ça, les entreprises ont une vraie responsabilité dans ce domaine. Et nous, on a une vraie responsabilité aussi pour travailler avec elles et les accueillir pour qu'elles prennent leur place dans cette pédagogie-là. Et enfin, on doit les accompagner aussi à rendre, comme nous, on peut le faire dans nos écoles, safe et inclusif nos lieux et espaces de travail. C'est-à-dire à travailler, à se former collectivement, à lutter contre ces stéréotypes et ces biais dans les recrutements, dans les sélections, dans le management, dans la façon de promouvoir les gens, etc. Et donc tout ça va permettre au fur et à mesure, si on le rend concret et visuel, de rassurer les lycéennes qu'elles ont la capacité de trouver une insertion professionnelle qui satisfait leurs besoins et leurs envies, et en même temps qu'elles auront la capacité à s'épanouir dans ce secteur-là. Voilà. Pour conclure, j'ai beaucoup parlé de réassurance, mais c'est pas un terme que je veux péjoratif, c'est justement d'avoir une nouvelle approche sur la façon de présenter ces filières et ces parcours d'orientation et de formation, puisqu'aujourd'hui, on a des vraies difficultés à les rendre palpables, concrets, à expliquer aux lycéennes qu'elles ont leur place. On manque parfois de rôle modèle, ou en tout cas on s'appuie sur ceux qu'on a, parce que c'est un enjeu qui est très important, mais on a parfois des difficultés à faire comprendre qu'elles ont toute leur place dans nos écoles et qu'elles ont la réelle capacité à s'épanouir et à réussir ces études-là. Et donc, quand je dis réassurance, c'est que cet effort collectif qu'on va partager entre le champ associatif, l'éducation nationale, les écoles de l'enseignement supérieur, les entreprises, doit permettre aux parents et aux étudiants d'avoir une idée très précise de la palette des métiers qui sont disponibles, des différents parcours de formation qui sont existants en fonction du niveau de compétence et des appétences de la lycéenne en cours de formation. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on part quand même avec un sacré handicap, et c'est peut-être un peu le coup de gueule. Alors malheureusement, l'éducation nationale n'était pas présent là, mais on souffre aussi au lycée de la façon dont l'informatique est traitée dans cette réforme du bac et dans l'option qui a été créée, et où on se rend compte que seulement 5% des lycéennes ont choisi l'option informatique. Donc en fait, déjà, ce vivier, il est déjà un peu à sec avant même de se poser la question du choix d'orientation. Donc d'où l'intérêt de travailler ça en partenariat avec l'éducation nationale dès le collège, avec le champ associatif, pour essayer de construire un vivier et viser maintenant davantage de volume que ce qu'on a pu le faire ces dernières années. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, j'espère avoir partagé le contenu de l'étude. Merci beaucoup, Florian. Merci pour ce décryptage hyper pertinent. On a vraiment l'impression qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement à la fois des publics et des prescripteurs et de pédagogie auprès des entreprises, des étudiants, des collégiennes. Enfin voilà, il y a beaucoup de boulot. Tu as parlé de pratique et de concret. C'est une super transition avec le reste de l'après-midi, puisque là maintenant on va passer aux ateliers pratiques. Donc c'est le moment où on va dire au revoir aux gens qui nous suivent en live, puisque du coup les personnes qui sont dans la salle, vous allez pouvoir participer à des ateliers. Et pour en parler, je vais laisser la parole juste à Sylvie. Je vous laisse
clôturer du coup la keynote. Comme ça, on peut couper le live. Merci beaucoup Florian, merci à tout le monde.